J'ai appelé mes anges gardiens le soir avant de m'endormir jusqu'à ce qu'ils me donnent une réponse en disant « Qu'est-ce que je peux faire dans la vie ?» Et je me suis réveillé un matin en disant « Je vais soigner les gens ». Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis magnétiseur géobiologue. J'ai toujours été attiré par le magnétisme, même étant jeune. J'ai commencé à lire des livres sur la naturopathie dès mes 20 ans ou mes 25 ans. Je ne pensais pas pouvoir vivre de ce métier pour nourrir une famille. Mais j'ai continué pour le plaisir à travailler avec le pendule, à faire quelques soins. Et j'ai eu l'occasion de bénéficier d'une pré-retraite avantageuse. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Je me suis investi pour suivre des formations et des stages chez des magnétiseurs, chez des radiesthésistes, pour voir comment ils travaillaient et tout, pendant 1 an. Ma dernière année de pré-retraite, je me suis arrêté de travailler un vendredi soir, et le lundi matin suivant, j'ouvrais mon cabinet à Villeurbanne. Voilà comment ça a commencé. Et est-ce que vous pouvez décrire brièvement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi le magnétisme et c'est quoi la géobiologie? Un magnétiseur n'est pas fait pour guérir. Il est fait pour que le patient se guérisse lui-même. C'est-à-dire rétablir les équilibres, lui donner une force énergétique pour qu'il surmonte tous ses problèmes. Par exemple, tous les gens qui vont subir une grosse opération chirurgicale, je conseille toujours de faire 2 ou 3 séances de magnétisme avant d'aller se faire opérer. Parce qu'il va mieux supporter l'anesthésie. Il va mieux récupérer au réveil. Il va mieux cicatriser que les autres et tout ira mieux. La géobiologie, il faut l'assimiler à la médecine de l'habitat. Si votre maison ne va pas bien, l'habitant ne peut pas aller bien. Et il faut savoir que 70% des mal-être et des maladies proviennent de la maison ou du lieu où on travaille. C'est quand même important. Alors pourquoi géobiologie? Parce que faire du magnétisme, c'est bien, mais ça dure 3 semaines en général, quand il y a un problème. Les gens revenaient en disant « Ah, pendant 15 jours, j'étais bien, et puis ça recommence comme avant. » Je dis « Il y a un problème quelque part. » Et lors d'une formation, j'ai trouvé un collègue fort sympathique, qui habitait Valence, qui avait un carnet avec des tas de cadrans et tout, mais j'ai dit « Mais c'est quoi ça ?» Mais il me dit « Si tu fais du magnétisme et que tu ne sais pas détecter s'il y a des problèmes dans la maison, ça sert à rien ton magnétisme. » Et il m'a donné l'adresse pour aller me former comme géobiologue en Alsace, qui est le berceau de la géobiologie. Les plus grandes écoles de géobiologues se trouvent en Alsace. Parce que chez tous les Alsaciens, ne louent pas et n'achètent pas sans faire venir un géobiologue. C'est comme en Allemagne. En Allemagne, ils sont fervents également de la géobiologie. Et j'ai lu un texte qui citait un moine taoïste en l'an 680 qui disait « Un bon médecin se doit de comprendre son patient et de comprendre tout son environnement. » C'est-à-dire le lieu où il travaille, le lieu où il habite, et éventuellement ses relations, s'il vit avec des gens bien ou avec des gens pas bien. C'est pour ça que j'ai associé la géobiologie avec le magnétisme. Voilà, le grand trajet. Et il y avait une autre partie que j'avais trouvée intéressante sur votre site web, c'est passeur d'âme. J'ai suivi la même logique, magnétisme, et ensuite géobiologie, ça se relie. Parce que si la personne n'est pas bien à cause de sa maison, il faut savoir le détecter puis soigner la maison. Passeur d'âme, c'est pareil. Alors il faut savoir, avant de parler des passeurs d'âme, qu'une âme errante, ou un fantôme, je vous dirai pourquoi, est quelqu'un qui est mort brutalement d'un accident, d'un AVC, d'un fait de guerre, d'un suicide, et son âme ne se rend pas compte que le corps est mort. Donc elle devient errante. Et se pose la question, mais pourquoi il pleure? Pourquoi personne ne me parle? Pourquoi? Alors il devient errant. Et il va chercher une habitation où il est bien, une maison où il y a un cours d'eau, parce qu'ils adorent les cours d'eau, les âmes errantes adorent les cours d'eau, parce que le cours d'eau a de basses vibrations, et l'âme se nourrit de basses vibrations. Et je suis venu, moi, à m'occuper de ça, parce qu'un jour, un chaman m'a dit « Claude, tu n'es pas bien, il y a quelque chose sur toi. » Et il me dit, tu n'as pas perdu un frère? Je me dis, non, a priori, non, pas à ma connaissance. Alors il cherche, il me dit, si, tu as perdu un frère. Alors il se peut que tu aurais dû naître avec un frère jumeau qui n'est pas né. Et à l'époque, j'ai interrogé ma mère qui n'avait pas souvenance d'avoir fait au départ une fausse couche. Et elle a dû faire une fausse couche, et l'âme du bébé qui devait naître s'est accrochée à sa mère, et a essayé de s'incarner quand elle m'a conçu. Donc il y a eu 2 embryons dans l'utérus. Mais l'autre, comme il n'a pas vraiment été conçu avec un spermatozoïde, il ne survit pas.
En général, entre 3 semaines et 2 mois, il meurt. Et les médecins, à l'accouchement, quand ils voient un fœtus, ils disent rien parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Mais ça engendre beaucoup de choses. Quelqu'un qui, comme moi, j'ai compris pourquoi j'étais malheureux étant gamin. Tout le monde disait à mes parents, mais votre fils, il est pas bien, il est toujours en retrait, il n'est pas heureux. Et après, plus tard, adolescent, quand on commence à parler aux filles, je disais, mais pourquoi elles ne parlent qu'à moi? Dans l'inconscient, je ne comprenais pas. Pourquoi elles ne parlent qu'à moi? J'allais boire un café, je buvais 2 cafés. J'allais boire une bière, je buvais 2 bières. Ça, c'était automatique. J'allais m'acheter un pantalon, je ressortais sur le trottoir, je rentrais en disant, vous commandez un 2e pantalon. Je faisais tout 2 par 2. Et pourquoi? J'en sais rien. Je me suis marié 2 fois, divorcé 2 fois. J'ai jamais eu d'aventure amoureuse qui durait plus de 6 mois ou 8 mois, parce qu'on faisait ménage à 3. Comprenez? Jusqu'où ça va? Et ça, c'est un problème, parce que... Et une fois qu'on m'a libéré de ce frère jumeau, de cette âme, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est comme si j'avais vraiment perdu mon frère tout de suite comme ça. Vous vous rendez compte? Alors des âmes errantes, on en trouve partout. Dans les cimetières, dans les anciens champs de bataille, de partout. Dans les cours d'eau, dans les vieux châteaux forts, c'est affreux. Et il faut les aider à partir. Parce qu'on leur rend service pour les faire partir, comme on dit, dans la lumière. D'autres vous diront il faut le faire partir dans le ciel, c'est pareil, pour qu'ils préparent leur prochaine réincarnation. Bien entendu, quand on parle d'entité et tout, il faut croire à la réincarnation. Autrement, ça ne sert à rien. Et j'ai donné des cours pour former des passeurs d'âme. Je fais ça, puis même je le fais encore actuellement. Il y a beaucoup de gens qui sont pas bien ou qui me disent je viens de la part un tel, je suis pas bien, mon médecin il comprend pas ce que j'ai. Alors souvent des femmes, parce qu'elles font malheureusement des fausses couches ou des avortements, mais elles ne réalisent pas que le mal-être qu'elles ont est lié à la fausse couche ou à l'avortement. Et c'est moi qui peux leur dire, et une fois que j'ai fait libérer l'âme, la personne va beaucoup mieux. On voit son visage qui s'illumine, des yeux brillants, alors qu'avant elle était un peu terne. Ah mais c'est tous les jours qu'on en trouve. Là j'ai une femme de 75 ans qui est venue la semaine dernière, elle n'était pas bien, et elle avait l'âme de sa grand-mère sur elle. Pourquoi l'âme de la grand-mère? Parce que souvent, un grand-père ou une grand-mère reste à chercher sur un petit-fils ou une petite-fille pour les accompagner pour faire un chemin de vie. C'est comme pour essayer de les guider. Mais il aurait fallu, cette grand-mère, quand elle était adulte ou elle a commencé à travailler ou à se marier, à ce moment-là, il aurait fallu aider cette femme à faire partir sa grand-mère. Et sa grand-mère, c'était pas normal qu'elle soit encore là sur sa petite-fille de 75 ans. Vous voyez, ça complique les choses, puis les gens ont du mal à réaliser. J'ai été appelé par une famille chez qui j'avais fait des travaux de géobiologie chez un éleveur de poules pondeuses. Et il s'est souvenu de moi parce qu'il avait été très satisfait du travail que j'avais fait. Il me dit, j'ai une petite fille, on dirait qu'elle est envoûtée, elle pleure la nuit, elle s'arrache les cheveux. Puis il me dit, mes enfants, ils sont pas bien, je comprends pas pourquoi, enfin, il n'y a pas d'harmonie dans la famille. Alors j'ai fait toute la saga, j'ai demandé nom, prénom des 2 grands-parents, du père et de la femme, après les noms des enfants, des petits-enfants et de la fameuse gamine. Et toute la famille est impactée par des entités. Ça se transmet de génération en génération. Plus la petite fille qui était, elle, envoûtée par un esprit. Une âme qui part dans la lumière devient un esprit par la suite. C'était un esprit vengeur qui s'en prenait à la petite fille, parce que c'est plus facile d'en prendre à une gamine qui avait à peine 3 ans que de s'en prendre à un adulte. Et comme c'était une famille de paysans, j'ai dit, dans les 2-3 générations précédentes, il y a dû y avoir des partages de terre. Ça se faisait tout le temps, ça. Dans les successions de paysans à paysans. Et le père me dit, non, j'ai pas connaissance de ça. J'ai dit, écoutez, réfléchissez bien, si vous avez encore un oncle ou une tante quelque part. Ah, il me rappelle 3 semaines après, et il me dit, vous avez raison, effectivement. Au niveau de mes grands-parents, il y a eu des problèmes de succession et de jalousie à une époque. Alors il a fallu libérer cette gamine de cet esprit vengeur. Et comment on fait pour libérer un esprit comme ça? Disons que c'est pas moi qui fais le travail. Moi je suis le passeur. J'ouvre une porte et je ferme l'autre. Voyez? Mais je me fais aider par un archange qui s'appelle Michael. Et vous savez, en hébreu, ce que veut dire Michael, c'est l'équivalent de Dieu, qui a beaucoup de pouvoir. Et quand je fais des cours sur passeur d'âme, plusieurs fois, j'ai des élèves qui m'ont dit « Mais c'est drôle, on dirait qu'il y a des gens assis là. » Je dis « Oui, c'est normal. Prenez vos pendules, essayez de savoir qui c'est. » Ils ont trouvé Michael, ils ont trouvé la Sainte Vierge. Et une fois, j'avais une fille, je ne savais pas si elle était maghrébine ou pas.
il y avait Mahomet. Alors j'ai dit, mais t'es musulmane? Elle me dit, oui, mais je ne suis pas trop la religion. Je dis, il y a Mahomet qui est là, qui dit, regarde. Mais ce sont des gens qui sont déjà un esprit ouvert pour ça. Parce que s'ils viennent, c'est que ça leur parle. Et souvent, quand j'ai 10 élèves, j'en ai souvent au moins 6 qui ont des entités sur eux. C'est pour ça qu'ils viennent. Parce qu'ils se doutent en disant, c'est peut-être là que je vais apprendre, voir ce qui se passe sur moi. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu vraiment peur? J'ai eu un jour un esprit qui m'a bousculé, qui m'a foutu par terre, j'ai eu un tentement de vertèbre. Disons que j'étais chez une amie qui me draguait depuis des années, et puis là, on a failli consommer, comme on dit. Okay. Que failli, hein. Oui. Mais elle était veuve depuis pas très longtemps, son mari était longuement malade et tout. Et au moment de lui dire au revoir, je me suis retrouvé par terre, à plat dos, jeté brutalement par terre. Alors j'ai dit, attends, 2 minutes que je prenne mon soupe, je vais me relever, je me lève. Elle me dit, ça va? Je dis, oui, tout va bien. J'étais un peu choqué quand même. J'ai dit au revoir, et puis je m'en vais prendre le bus pour rentrer chez moi. C'est que le soir, j'ai pas pu me coucher, parce que ça avait coincé un nerf dans le dos. Dès que je me suis couché, je me suis relevé comme un éclair, et j'ai dormi 1 mois dans un fauteuil. Après, j'ai vérifié, c'était l'esprit, le mari de cette femme. Très possessif. Même Très possessif. Ouais. Alors, on n'a pas fini sur les entités, parce qu'on a parlé de fantômes. Un fantôme, c'est une âme errante, qui se manifeste parce qu'elle cherche de l'aide pour partir. Elle en a marre de errer. Alors, dans une maison, vous allez entendre des bruits de pas au grenier, vous allez voir la télé qui s'éteint toute seule ou qui s'allume toute seule, ou la lumière dans le couloir qui va s'allumer alors que tout le monde dort. C'est une âme errante. Elle peut agir sur le monde physique. Oui, mais en disant, mais je veux partir, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide. Et moi-même, au début, j'ai découvert ça, quand je vais dans un ancien château fort, où il y a beaucoup d'âmes errantes, je les sens sur les épaules qui viennent, parce qu'elles savent que je peux les aider à partir. Et ça me pèse là comme ça. Alors je prends mon temps et je fais partir toutes ces âmes errantes. Je vous propose un temps où vous pouvez raconter quelque chose qui vous passerait par la tête ou par le cœur, quelque chose qu'on aurait oublié d'évoquer. Non, je vous ai préparé ici les outils du radiesthésiste et du géobiologue. Alors voilà les outils indispensables. Au début, c'est le pendule qui va répondre à vos questions, soit par oui, soit par non. Vous avez la baguette de sourcier et géobiologue pour les recherches d'eau, pour trouver les réseaux. Vous avez les baguettes divinatoires qui vont répondre à toutes vos questions par oui, par non. Elles vont s'ouvrir ou se fermer à la demande. Ici, vous avez des appareils pour contrôler tout ce qui est électromagnétisme, déperdition électrique, tout ce qui perturbe dans une maison. Oui, avec des ampoules de toutes les couleurs. Et après, on fait tout ce qu'il faut pour... avec ça, moi, je contrôle toutes les lampes de chevet chez les gens, qui va me dire s'il y a du courant ou pas. Vous voyez, ça sonne. Alors, tant que c'est vert, ça va, mais quand c'est rouge, ça va plus. Vous avez ici un mandala ou une boule indienne. C'est une onde de forme avec laquelle on va pouvoir nettoyer les vieux miroirs, parce que les miroirs, ils enregistrent tout dans leur vie. Et dans certaines vieilles commodes, on voit des tas de choses. Et c'est pas bon de dormir avec une glace en face du lit la nuit. Okay. Il y a souvent des gens qui ont une armoire avec une vitre sur la porte. Ouais, comme moi, et c'est pas bon. Okay. Et on peut nettoyer des vieux tableaux, des choses polluées. Et puis une boussole pour pas perdre le nord. Et la boussole. Ce sont des gens qui me remercient de mon intervention chez eux. Et ça fait plaisir quand vous recevez ça quelques jours après. Dans les monts du Lyonnais, une femme m'a appelé pour faire sa maison. Et je lui ai dit, mais votre mari est d'accord, il est au courant Parce que j'aime bien que dans le couple, ils soient à peu près d'accord. Parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Elle m'a dit, oui, venez, je leur en ai parlé et tout, venez. J'arrive, et j'ai dit, votre mari n'est pas là. Ah, il est au fond du jardin, il ne veut pas vous voir. Il n'y croit pas, il ne veut pas vous voir. Bon,
Je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison, j'harmonise tout. Et j'ai dit, madame, je repasse dans 15 jours, 3 semaines, et puis peut-être que je verrai votre mari. Hein. Oh, elle m'a dit, ça m'étonne. Bon, enfin. Je reviens 3 semaines après. Qui est-ce qui m'ouvre la porte? Le mari. Ah, enfin, je voulais vous voir. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans la maison? Je lui dis, pourquoi? Il dit, avec ma femme, on s'engueule plus, puis les enfants travaillent beaucoup mieux à l'école. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez de plus? Comment on peut vous joindre? Sur Internet, Ok. par téléphone. Voilà. Ça doit être très bien. Quand je travaille, je baigne dans le bonheur. Parce que je sais que je vais faire quelque chose de bien.